Bonjour à tous et bienvenue à la Halle Saint-Pierre à Paris, le musée emblématique de l'art brut. C'est l'heure de prendre des nouvelles du monde de l'art, c'est l'heure d'Art News. On les appelle naïfs, mais le musée Mayol nous montre que ça ne les empêche pas d'être aussi de grands maîtres. Comme d'habitude, il s'est encore passé beaucoup de choses sur la planète culture. Les galeries d'art à l'heure des réseaux sociaux, est-ce que ça change quelque chose? Et l'art se digitalise, se pixelise, se numérise, c'est la Minute Web. Ils ont souvent été déconsidérés, mais ils sont aujourd'hui mis à l'honneur au musée Mayol à Paris, l'occasion de voir les naïfs comme de grands artistes. Naïf, primitif moderne, peintre du dimanche ou maître populaire de la réalité. Chaque appellation a sa part d'idéologie ou de condescendance involontaire. Cette exposition met la lumière sur des artistes qu'on a beaucoup oubliés après la Deuxième Guerre mondiale, trop oubliés. Et l'objet de cette exposition est de montrer qu'ils ont toute leur place en fait, dans un musée et que ce sont des artistes à part entière. Sur les pas d'Henri Rousseau et de Séraphine Louis, l'exposition révèle une constellation d'artistes tels qu'André Beauchamp, Camille Bombois, Ferdinand Desnos, Jean Ève, René Rimbert, Dominique Perronnet et Louis Vivant. La plupart de ces artistes ont comme point commun d'être des autodidactes. Ils n'ont pas eu de formation académique. Et à rebours des avant-gardes, ils perpétuent une certaine tradition picturale en se consacrant essentiellement à la peinture de genre. Dans le genre du paysage, on va prendre pour exemple un artiste comme Vivant, il n'y a pas de perspective mathématique, il n'y a pas de profondeur, tout est traité très en aplat, sur un même niveau. Et c'est d'ailleurs aussi l'une des raisons pour lesquelles on les a appelés les primitifs modernes, en référence aux primitifs italiens. Dans les natures mortes, pour ces artistes qui ont peu de revenus, c'est assez facile à mettre en place. Chez Jean Ève, ce qu'on a souvent, c'est un très beau travail sur les bois. C'est aussi une nature morte qui est peinte pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc on a l'impression qu'il a mis sur la table tout ce dont il rêvait de manger pendant cette période de disette. Chez Séraphine, vous avez ces bouquets aux couleurs éclatantes. Et elle va jouer sur ces effets de contraste, notamment ces fonds sombres, bleu nuit presque, qui vont permettre de faire ressortir en fait la vivacité des couleurs. Le musée Mayol présente ses naïfs, primitifs, modernes ou antimodernes comme de grands artistes à contre-courant des avant-gardes. Une exposition à retrouver jusqu'au 19 janvier 2020. Les œuvres du Louvre à Liévin, un Berlin toujours plus gentrifié pour le plus grand malheur des artistes, je vous donne des nouvelles de la planète culture. Un tableau d'Artemisia Gentileschi vient d'être découvert dans une collection privée lyonnaise où il se trouvait depuis 40 ans. Cette toile qui date des années 1630 sera vendue le 13 novembre prochain par Arcurial. Elle est estimée entre 600 000 et 800 000 euros. Quel meilleur moyen de protéger les œuvres du Louvre des crues de la Seine qu'en les déménageant? Eh bien c'est chose faite, ou presque. Un centre de conservation vient d'être inauguré à Liévin, dans le Pas-de-Calais. Quelques 150 000 œuvres vont y être stockées d'ici à décembre 2020. La gentrification frappe toutes les grandes villes européennes et Berlin n'y échappe pas pour le plus grand malheur des artistes. Immobilier rare et trop cher, il fuit le centre-ville. Depuis 2016, Berlin perd environ 350 ateliers chaque année. À Paris, le mois de novembre rime toujours avec photographie. De nombreux événements ont lieu dans la capitale, avec en tête la première foire de photographie au monde Paris Photo au Grand Palais et Photo Fever au Carrousel du Louvre. 170 millions, c'est ce que la Philharmonie de Paris réclame à son architecte Jean Nouvel. En cause, les coûts de construction de la salle de concert qui se sont envolés pendant le chantier. L'architecte accuse l'établissement de lui réclamer des sommes indues et l'attaque en justice. Les machines pensées par Léonard de Vinci enfin fonctionnelles, ou presque. Des ingénieurs ont repris les maquettes du génie italien pour les modéliser en 3D. Elles sont à découvrir en réalité virtuelle au musée du Clos Lucé à Amboise, en Indre-et-Loire, la dernière demeure de Léonard de Vinci. Il n'a pas été montré au grand public depuis 46 ans. Le tableau Sur la terrasse de David Hockney sera vendu aux enchères le 13 novembre par Christie's à New York. Il est estimé entre 25 et 45 millions de dollars. Affaire à suivre.
Trouver des collectionneurs, vendre davantage, améliorer sa notoriété. Les avantages sur les réseaux sociaux sont nombreux pour les galeries, mais cela vaut aussi évidemment pour les artistes. Alors à l'heure du web, les galeries ont-elles toujours leur place ? Ces dernières années, les réseaux sociaux ont révolutionné le monde de l'art. Et quand je dis réseaux sociaux, je veux surtout parler d'Instagram. Avec son milliard d'utilisateurs, la plateforme se révèle être un incubateur pour artistes, une vitrine gratuite sur le monde. Selon le rapport Hiscox 2018 sur le marché de l'art en ligne, Instagram est le réseau social préféré des collectionneurs. 79% des acheteurs de moins de 35 ans l'utilisent pour découvrir de nouveaux artistes. Être découvert, c'était la volonté d'enfants précoces. Souvenez-vous, en février dernier, cet artiste d'origine camerounaise a fait le buzz sur le web en posant aux 4 coins de Paris avec un de ses tableaux accompagné d'un panneau « Exposez-moi », un message directement adressé aux galeries. Quelques mois plus tard, je l'ai retrouvé dans son atelier à Paris. Bien qu'il ait été contacté par plusieurs galeries, il fait pour le moment cavalier seul. À ses yeux, si les réseaux sociaux doivent être complémentaires aux galeries, ils sont pour autant essentiels. Ça permet de voyager déjà beaucoup plus, vu que les gens n'ont pas forcément le temps d'aller dans des galeries. Mais juste de voir le travail de l'artiste sur une page virtuelle, c'est comme un site internet un peu. S'il est bien entretenu, ça permet de voir les photos, le travail de l'artiste, un peu de son suivi. Parce que les galeries ils font leur communication, mais aussi le réseau et le réseau de l'artiste. Donc les gens qui le suivent, ceux qui s'intéressent, et plus ça grandit ce truc-là, plus ça amène beaucoup plus de gens qui vont aller voir aussi les galeries aussi du coup. C'est donnant-donnant. Voilà, c'est donnant-donnant. Je trouve que c'est intéressant. C'est bien d'avoir les deux. Et les galeries choisissent bien les artistes avec qui ils veulent travailler. Pourquoi ce serait pas l'inverse? Ce serait bien de choisir sa galerie et de dire ah, j'aimerais bien travailler avec vous. Et s'il y a un rapport commun entre eux, ça marcherait mieux que ainsi, je trouve. Ça vous met sur un pied d'égalité en plus. Exactement. Est-ce que toi aujourd'hui tu arrives à vivre de ton travail ou en tout cas tu vends tes toiles en direct, même sans galerie? Oui. Ce truc-là ne dure pas longtemps et ça ne peut jamais être au-dessus. Ta cote, elle va rester toujours au même niveau. Je pense pour moi, pour être répertorié dans le monde de l'art, en tout cas, il faut passer vraiment être intégré sur le marché de l'art. Dans le marché de l'art, il faut passer par les galeries. Face à ce nouveau rapport de force, les galeries devraient-elles avoir peur du réseau social? La galerie Wallworks est spécialisée dans le street art. En ce moment, elle accueille Rhyme en résidence, un artiste américain. Contrairement à d'autres galeries, celle-ci n'a jamais repéré de nouveaux artistes sur les réseaux sociaux. Mais Claude Cunetz, son directeur, y a trouvé d'autres avantages. Ça peut vous amener à être en contact avec des collectionneurs. Par contre, certains collectionneurs qui n'habitent pas en Europe ou qui n'habitent pas en France, j'ai vendu des œuvres de Rhyme par exemple au Venezuela, en Colombie ou aux États-Unis ou au Brésil, donc des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Comme moi, je fuis les sociétés spécialisées intermédiaires sur Internet qui prennent un pourcentage sur la vente, c'est un gros avantage. Oui, donc là, ça vous permet de travailler en direct avec ces travailler en direct. C'est à peu près sur le marché total de la galerie, c'est 15%. 157 000, c'est le nombre d'abonnés de Rhyme sur Instagram. Un beau score qui ne l'empêche pas de regretter l'aspect éphémère et évidemment virtuel du réseau social. Je pense que c'est important pour les gens de découvrir une œuvre d'art physiquement. Si je décidais d'arrêter d'exposer en galerie et que je partageais mes peintures dans des postes de cette taille, sur un écran de téléphone, les gens manqueraient quelque chose. Souvent, les gens sont étonnés de la taille de certaines de mes toiles. Parfois, ils peuvent penser qu'une peinture qui fait 7 mètres de haut a été dessinée sur du papier et fait seulement cette taille. Une chose est sûre, les réseaux sociaux ont bousculé les codes du marché de l'art. C'est maintenant au tour des artistes et des galeries d'écrire leurs propres règles. C'est beau, parfois étrange, souvent drôle. Je vous fais une sélection des pépites du web de cette semaine.
Rogier van der Zwaag fait partie de ces artistes qui captivent par leurs images. Ses réalisations sont le fruit d'un équilibre entre son et image, réalité et imagination. Son compte Instagram est rempli de performances si complexes et intrigantes qu'elles en deviennent presque hypnotisantes. Un travail aussi magique qu'esthétique. Le matin devant son miroir, Lexi Lazéar ne se contente pas d'un coup de mascara et de blush. Elle transforme son visage en véritable œuvre d'art. Elle s'inspire de tableaux de Picasso, Matisse, Renoir, Van Gogh ou encore Dali. Grâce à son talent pour le maquillage, elle rend hommage au plus grand chef-d'œuvre de l'art. Dure journée de travail, Cool 3D World est là pour vous vider l'esprit. Ce projet multimédia est aussi loufoque que subjugant, des centaines de courts-métrages d'animation absurde en 3D et une conception sonore captivante. Il a aujourd'hui plus d'1 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Malgré les ventres qui gargouillent, il y a certains mets qu'on oserait à peine toucher. C'est le cas des gâteaux de Tortikanouchka. Ces pièces montées sont de véritables chefs-d'œuvre et son travail technique et minutieux fait de lui un véritable artiste pâtissier. Même s'ils nous mettent l'eau à la bouche, personne ne voudrait engloutir ces véritables œuvres d'art. C'est la fin d'Art News, merci à tous de m'avoir suivi et à la semaine prochaine pour plus d'actualités artistiques.